Bonjour et bienvenue sur La Voie de l'Être, l'émission qui vous invite à un voyage intérieur à la découverte de vous-même. Je suis Alex Béochat, psychopraticien, énergéticien et numérologue, et je suis heureux de vous accompagner dans cette exploration passionnante où nous allons apprendre à mieux nous connaître et à comprendre notre fonctionnement. Dans chaque épisode, nous aborderons des thématiques essentielles pour libérer nos blocages, retrouver notre vraie nature et nous réaliser pleinement. Ensemble, nous allons redécouvrir notre potentiel d'être énergétique et multidimensionnel et apprendre à travailler en harmonie avec l'univers et notre âme. Ce cheminement est une invitation à devenir acteur de nos vies, à nous épanouir dans notre authenticité et contribuer ainsi à faire tourner le monde un peu plus rond. Alors que vous soyez en quête de réponses, de sérénité ou simplement curieux d'en savoir plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie de l'Être. Alors aujourd'hui, je vous propose un véritable voyage, un voyage intérieur dans le territoire souvent méconnu des profondeurs de notre esprit, mais qui influence au final chaque recoin de notre existence, l'inconscient. Alors vous l'avez peut-être déjà ressenti, quelque chose comme malgré toute votre volonté de changer, d'évoluer, de vous libérer de certains schémas, il y a parfois un peu comme une force invisible qui vous tire en arrière. Des peurs récurrentes, des réactions automatiques, des croyances qui semblent résister, même quand consciemment vous savez qu'elles ne vous servent plus, voire même qu'elles vous desservent. Et bien c'est là qu'intervient cette part de nous qui agit dans l'ombre, souvent sans bruit, notre inconscient. Ce vaste monde intérieur à la fois puissant, mystérieux, parfois même déroutant, est pourtant essentiel. Parce que la majeure partie de ce que nous faisons, de ce que nous ressentons, de ce que nous décidons chaque jour, à chaque instant, est piloté depuis cet espace-là. Alors, pourquoi s'intéresser à l'inconscient ? Parce qu'il influence nos émotions, nos comportements, nos choix, nos relations et même notre santé. Il peut être un frein, mais il peut être aussi un immense levier de transformation, à condition bien sûr de savoir comment entrer en lien avec lui. Dans cet épisode, je vous propose de partir à sa rencontre, de découvrir comment il fonctionne, quel est son rôle et pourquoi il nous maintient parfois dans certains schémas, d'apprendre à reconnaître ses manifestations au quotidien et surtout de voir comment nous pouvons dialoguer avec lui et le reprogrammer en douceur pour créer de nouveaux chemins intérieurs. Parce que oui, l'inconscient peut évoluer, il peut apprendre autrement, il peut être mis à jour, et plus on comprend son langage, plus on reprend les rênes de sa vie. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous guider, et ensemble entrons dans ce territoire subtil, mystérieux et passionnant qu'est l'inconscient. Alors on entend souvent parler de l'inconscient comme d'un grand mystère, une sorte d'univers caché qui nous échappe. Imaginez un iceberg. Ce qu'on voit à la surface, c'est notre conscient, notre raisonnement, nos décisions, en fait ce que nous percevons. Mais sous l'eau, il y a l'inconscient. Cette immense partie immergée qui représente à peu près 80 à 90% de notre activité mentale. Alors on pourrait croire que ces deux parties, le conscient et l'inconscient, s'opposent, qu'il y a une frontière nette entre ces deux parties de nous, mais non en fait, parce que tout comme l'eau qui semble séparer la partie visible et invisible de l'iceberg, la limite entre notre conscient et notre inconscient est fluctuante. Et ces deux parties, en fait, elles vont travailler ensemble, qu'on en ait ou non conscience, et l'inconscient va du coup naturellement influencer notre conscient, et le conscient va finalement parfois aussi nourrir notre inconscient. Alors, le conscient, pour faire court, c'est tout ce que nous analysons et contrôlons volontairement. Et l'inconscient, lui, il fonctionne en arrière-plan sans que nous en soyons vraiment conscients du coup, et surtout sans que nous ayons de contrôle direct sur lui. Et pour autant, c'est lui qui va guider nos comportements, nos préférences, nos peurs et nos élans spontanés. Alors vous comprenez pourquoi ça me semblait essentiel d'en parler, parce que 80 à 90% c'est quand même pas rien. Et ignorer l'inconscient, ce serait un peu comme naviguer sans carte en laissant les courants décider pour nous. Regardez le Titanic. C'est pas la partie émergée de l'iceberg qui l'a coulé, c'est celle qui ne voyait pas. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'inconscient est notre ennemi qui est prêt à nous faire sombrer, parce qu'au final il n'est ni bon ni mauvais, il est simplement le reflet de nos programmations profondes. Alors, même si on ne peut pas le contrôler directement, on peut toutefois apprendre à l'explorer, à l'écouter
et à travailler avec lui pour voir ce qu'il a à nous raconter. En général, quand on parle d'inconscient, on pense souvent à la psychologie et plus particulièrement à Freud, qu'il décrivait un peu comme un réservoir de pulsions et de souvenirs refoulés. Mais en fait, l'inconscient, c'est bien plus que ça. Parce qu'il influence non seulement nos pensées et nos émotions, mais aussi nos choix, nos comportements et même notre corps. Pendant très longtemps, on a étudié l'inconscient sous l'angle plutôt psychanalytique, en le réduisant un peu à un espace où s'accumuleraient les souvenirs refoulés, les traumatismes oubliés et les schémas émotionnels inconscients. Mais en réalité, l'inconscient, il agit à bien des niveaux, et aussi bien sur le plan psychique que cognitif ou même corporel. Et les avancées en neurosciences, elles nous apportent aujourd'hui des clés de compréhension plus précises sur ces mécanismes. Alors, contrairement à l'idée d'un réservoir de pensées refoulées, les recherches modernes, elles nous montrent plutôt que l'inconscient, ce serait un ensemble de programmes cérébraux automatiques qui fonctionneraient en fait en arrière-plan et qui influenceraient nos pensées, nos décisions, nos réactions, bien sûr, sans que nous en ayons conscience. Donc l'inconscient, c'est pas juste un coffre qui est rempli de vieilles mémoires. C'est au final un véritable pilote automatique, un système qui gère en arrière-plan une multitude de programmes sans que nous ayons besoin d'y penser. Et il va agir à différents niveaux, que l'on peut voir un peu comme différentes facettes de notre inconscient, et qui jouent chacune un rôle spécifique tout en s'entrecroisant et en se complétant. Alors, commençons par l'inconscient cognitif, on va l'appeler comme ça. C'est en fait cette partie de notre esprit qui va transformer nos actions répétées en automatismes et qui enregistre nos apprentissages pour qu'ils deviennent naturels. Par exemple, lorsque vous conduisez, vous ne pensez plus à chaque geste. Tout se fait automatiquement. Et si un obstacle surgit, vous freinez instinctivement sans y réfléchir consciemment. Et bien de la même façon, quand vous lisez, votre cerveau reconnaît les mots en un clin d'œil sans que vous ayez à déchiffrer en fait chaque lettre. Et tout ce processus de mémorisation, de transformer des informations en réflexes, fait partie intégrante de l'inconscient cognitif. Parce qu'il joue également un rôle crucial dans la prise de décision. Alors, il y a des études en neurosciences qui nous montrent que le cerveau prend parfois, même souvent, des décisions avant même que nous en ayons conscience. Les recherches qui utilisent l'IRM ont révélé que certaines zones cérébrales s'activent environ 300 à 500 millisecondes avant que nous soyons conscients de notre choix, ce qui signifie que près de 90% de nos décisions se font au final de manière inconsciente. Et qu'est-ce que ça implique ? Eh bien que de nombreuses actions que nous croyons être le fruit de notre réflexion consciente sont en réalité préparées en arrière-plan par notre inconscient. Ensuite, on va parler de l'inconscient émotionnel. Alors, ce niveau de l'inconscient, il enregistre toutes nos expériences affectives, que ce soit la joie, la tristesse ou la peur, et en particulier celles qui sont trop intenses ou douloureuses pour rester en surface. Il va stocker nos souvenirs émotionnels, nos traumatismes aussi, et les schémas de réponse qui en découlent. C'est un peu grâce à lui qu'une situation qui nous rappelle un souvenir d'enfance peut déclencher une réaction de stress ou d'anxiété, ou de plaisir, parce qu'il n'y a pas que du négatif, même si vous ne savez pas exactement pourquoi vous ressentez ces émotions-là. Imaginez l'inconscient émotionnel comme un coffre-fort qui conserve précieusement ses ressentis, parfois pour nous protéger en nous empêchant de revivre les moments difficiles. Du coup, il enregistre nos expériences passées et il va les utiliser pour anticiper et guider nos réactions et nos comportements dans le présent. Alors, même si nos émotions, elles influencent la manière dont on mémorise et dont on prend des décisions, elles fonctionnent au final différemment quand même de notre pensée rationnelle. Elles vont se déclencher souvent en un éclair avant même que notre esprit conscient ait eu le temps de réagir. En bref, l'inconscient émotionnel, c'est un véritable réservoir de nos ressentis et de nos souvenirs affectifs qui guide subtilement notre comportement quotidien et qui du coup va se rapprocher un petit peu plus de la définition que Freud pouvait en donner. Et puis enfin, on va parler de l'inconscient corporel. C'est-à-dire c'est tout ce qui se passe dans notre corps automatiquement sans qu'on ait besoin d'y penser. Alors, vous imaginez devoir réfléchir à chaque battement de votre cœur, à chaque respiration ou même à chaque mouvement pour permettre la digestion, envoyer les différents sucs digestifs. Heureusement, c'est pas le cas. C'est notre inconscient qui prend tout ça en charge, comme une machine bien huilée qui tourne toute seule tant que ça fonctionne. Alors, imaginez un petit peu s'il ne le faisait pas. Sans lui, on devrait constamment penser à respirer, à faire circuler notre sang. Ça serait tout simplement ingérable. Grâce à notre inconscient, ces fonctions vitales se déroulent en arrière-plan et libèrent notre esprit pour qu'on puisse gérer d'autres tâches. Après, il gère non seulement nos fonctions physiologiques automatiques,
mais il est aussi garant de notre mémoire corporelle et des réactions physiques face au stress. Par exemple, quand vous ressentez un nœud à l'estomac ou une tension dans les épaules lors d'une situation stressante, c'est souvent votre inconscient corporel qui se rappelle des émotions passées. Et ces sensations physiques, elles témoignent de la façon dont votre corps se souvient d'expériences antérieures, en lien avec notre inconscient émotionnel, bien évidemment. En somme, en fait, l'inconscient corporel, il va assurer le bon fonctionnement de notre corps sans que nous ayons à y penser. Il nous protège ainsi d'une surcharge mentale et garantit notre survie au quotidien, et pour ça, on peut lui dire déjà merci. Donc, ces trois formes d'inconscient, c'est-à-dire cognitif, émotionnel et corporel, bien sûr, elles ne fonctionnent pas chacune dans leur coin. Elles sont totalement connectées entre elles, un peu comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour créer notre expérience de vie. Alors, je vous propose de prendre un exemple pour illustrer un petit peu tout ça. On va prendre le stress chronique. Ça commence un petit peu déjà dans la tête où, à force de ruminer des pensées anxieuses, notre cerveau va intégrer des schémas de pensée négatifs, un peu comme des vérités. Je ne sais pas si vous vous souvenez des fameuses croyances limitantes dont on a parlé il y a 1 ou 2 épisodes avant. Donc vous vous dites peut-être inconsciemment, j'y arriverai jamais, ça va mal se passer. Et du coup, votre inconscient cognitif enregistre ces pensées et les transforme en automatisme. Et puis ça touche les émotions. Ces pensées nourrissent un sentiment d'inquiétude ou de peur qui vient s'installer. Et l'inconscient émotionnel réagit en activant des souvenirs liés à des situations similaires vécues dans le passé. Et résultat, l'angoisse monte encore plus. Et du coup, sans même que vous en soyez conscient, votre corps se met à parler. Et votre respiration peut devenir un peu plus courte, vos muscles vont se contracter alors que vous n'en avez pas besoin. Peut-être que vous ressentez une boule au ventre ou une tension dans la poitrine. Bref, votre inconscient corporel traduit tout ce que vous ressentez en réaction physique. Un autre exemple, la gourmandise et le sucre. Au niveau cognitif, depuis l'enfance, vous associez le gâteau au chocolat au moment de réconfort. Par exemple, c'était le goûter chez mamie, ou c'était la récompense quand vous aviez fait un effort, vous méritiez votre petit gâteau au chocolat. Du coup, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe ? Dès que vous êtes stressé ou triste, une envie de sucrer surgit, particulièrement de chocolat, sans que vous sachiez réellement pourquoi. C'est associé à cette mémoire. Et puis au niveau corporel, votre bouche va saliver, votre ventre réclame du sucre, bref, vous finissez par craquer sur une tablette de chocolat, comme si c'était un réflexe, et d'ailleurs souvent après, on culpabilise. Eh bien, tout est lié, et c'est pour ça qu'on a parfois du mal à savoir d'où vient une émotion ou une sensation. Est-ce que c'est mon esprit qui influence mon corps, ou est-ce que c'est mon corps qui envoie un signal à mon cerveau ? En fait, en réalité, c'est un dialogue constant entre ces trois niveaux. Donc, si on résume, l'inconscient cognitif, c'est notre pilote automatique pour la pensée, la mémorisation et la prise de décision. C'est lui qui stocke nos apprentissages et transforme certaines actions en automatisme. C'est lui donc qui vous permet de conduire sans avoir besoin de penser à vos gestes, de lire sans avoir besoin de réfléchir à chaque lettre, de faire des choix rapides par habitude. L'inconscient émotionnel, lui, c'est le réservoir de nos émotions et de nos souvenirs affectifs qui influencent nos réactions sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, vous entendez une chanson à la radio et sans savoir pourquoi, paf, une vague de nostalgie ou de tristesse vous envahit. Ou bien encore, vous devez parler devant un groupe et sans raison apparente, vous sentez votre cœur s'accélérer et votre gorge se nouer. Eh bien, peut-être que votre inconscient a stocké un souvenir d'humiliation en classe, par exemple, quand vous étiez enfant. Et même si vous n'y pensez pas, l'émotion, elle est bien là et elle influence votre comportement. Et puis, il y a l'inconscient corporel, donc ce sont toutes nos fonctions vitales en arrière-plan qui fonctionnent de façon automatique, et aussi tout ce que notre corps enregistre et exprime sans qu'on ait besoin d'y penser. Par exemple, vous entendez un bruit soudain et hop, sans réfléchir, votre corps se crispe, votre respiration se coupe un instant, vos muscles se tendent. En fait, une petite réaction archaïque de survie qui est gérée par votre inconscient corporel qui est prêt en fait à se sauver. Ou alors un jour, vous remontez sur un vélo après des années sans avoir fait de vélo et vous savez toujours comment pédaler. Alors oui, bien sûr, on va parler de la mémoire procédurale, tout ça, mais votre inconscient corporel lui aussi, il a enregistré des gestes et il les restitue immédiatement sans effort conscient. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je joue du piano depuis tout petit et il y a des morceaux en fait que j'ai appris, que j'ai joué il y a très très longtemps et aujourd'hui je ne me souviens absolument plus des notes, donc j'ai bien sûr la mélodie en tête, mais mes doigts vont commencer à jouer.
et si je commence à mettre du conscient dedans et à réfléchir, paf, ça s'arrête et je ne sais plus ce que je dois jouer. Mais si je lâche mon conscient et que je laisse mes doigts faire, en fait mes doigts jouent tout seuls, un peu comme un piano automatique. Voilà, et là c'est clairement l'inconscient corporel en fait qui est en jeu. Bon alors tout ça c'est bien beau, l'inconscient, c'est différents niveaux, mais concrètement comment ça se construit l'inconscient, comment ça fonctionne? Parce que dans tous les épisodes de podcast que je fais, mon but c'est de vous aider aussi à comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre, parce que je reste persuadé que plus on comprend comment quelque chose fonctionne, plus ça devient facile de composer avec et de s'en servir pour évoluer et s'épanouir et reprendre notre pouvoir. Et l'inconscient, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Alors c'est parti, on va plonger dans ce système. Donc notre système nerveux, en fait, il faut voir ça comme une véritable usine à connexion. Il est constitué de milliards de neurones qui à chaque instant vont créer, renforcer, modifier ou supprimer des connexions. Et ces connexions, à force d'avoir plusieurs neurones qui sont connectés entre eux, vont former comme des réseaux, un petit peu comme des programmes informatiques. Et chaque programme va avoir un but bien précis, et même souvent d'ailleurs ces programmes peuvent communiquer et s'interconnecter entre eux. Et une fois qu'un de ces programmes est bien installé, bien rodé, en fait il s'exécute tout seul, sans effort conscient. Alors comment tous ces neurones savent-ils à se connecter et pour quoi faire? Est-ce que tout serait déjà inscrit à notre naissance? Bien, je dirais en partie oui, parce qu'on arrive au monde avec déjà certains modules neuronaux, on va dire préprogrammés, ce qu'on peut appeler l'inné. Contrairement à l'acquis, en fait, voilà, l'inné, c'est ce avec lequel on est au final. Et c'est notamment ce qu'on a hérité de notre espèce, par exemple tous les programmes essentiels à la survie. Alors, dans les exemples, respirer, digérer, faire battre son cœur, voir, tourner la tête vers un stimulus lumineux ou sonore, même marcher à quatre pattes, parce qu'à un moment donné, on marche à quatre pattes sans que personne nous enseigne vraiment. Je ne pense pas qu'on ait marché à quatre pattes parce qu'on a vu nos parents qui d'un seul coup se mettaient à marcher à quatre pattes. Donc c'est vraiment des programmes qui sont préinstallés et qui vont se déclencher pour une raison ou une autre, soit parce qu'il y a un élément, en tout cas, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un élément qui fait que ça va se déclencher. Tout ça, c'est un peu des réflexes archaïques, des programmes qui sont inscrits dans notre système nerveux et qui tournent en fait en tâche de fond, des automatismes qui ne nous demandent aucun effort tant que tout fonctionne correctement. Mais après, c'est pas tout, parce qu'on a ces programmes effectivement, on va dire ces programmes de notre espèce, mais on a aussi tous les programmes transmis par nos parents à travers notre patrimoine génétique. Et ça ne correspond pas forcément que aux traits physiques, donc on connaît bien, mais aussi finalement aux tendances comportementales, émotionnelles, à des choses qu'ils ont pu vivre. Par exemple, un parent qui a beaucoup ressenti la peur, la colère ou l'insécurité a très bien pu renforcer certains circuits neuronaux dans son propre cerveau, et il se pourrait bien qu'il nous ait transmis inconsciemment une sorte de codage de ces états-là. Donc non, en fait, on n'est pas avec un cerveau tout vierge, et tant mieux, parce que pour évoluer, notre cerveau a besoin de s'appuyer sur ce qui existe déjà. Alors, heureusement, bonne nouvelle, on n'est pas non plus condamné à ne vivre que ce que nos ancêtres nous ont légué. Non, parce qu'on n'est pas juste la copie de nos parents ou de notre passé. Au-delà de tout ce qui est déjà préinstallé, en fait, nos neurones sont faits pour bouger. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans l'épisode sur le mental. Donc nos réseaux neuronaux, en fait, ils évoluent en permanence, et notamment grâce à deux choses principales, l'apprentissage et l'expérience. Chaque nouvelle connaissance, chaque répétition, chaque émotion vécue va venir façonner et modifier un petit peu plus le cerveau. Et là où ça devient assez intéressant, c'est qu'en fait les pensées conscientes, à force d'être répétées, elles vont finir par devenir automatiques et s'ancrer dans l'inconscient. C'est-à-dire que quelque chose de conscient au départ, on peut en faire un programme, un nouveau programme que notre inconscient exécutera à notre place de façon automatique. Alors, ça fonctionne dans les sens positifs et dans le sens négatif. Par exemple, une croyance qu'on va répéter depuis l'enfance, je suis pas assez bon ou les autres sont mieux que moi, ou même au contraire, je peux y arriver, parce que ça peut être une croyance positive, ça va finir par devenir un schéma inconscient et un programme de fond qui au final va influencer nos décisions, nos relations, nos comportements. C'est un petit peu comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, en fait, on doit réfléchir à chaque note, à chaque doigt posé, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le piano, et puis un jour, paf, on joue sans réfléchir.
Et pour la conduite, c'était pareil, hein. Au départ, on pense à tout, l'embrayage, les clignotants, les vitesses, les autres sur la route, les panneaux. Puis un jour, on fait 30 minutes de trajet et on se souvient même plus du chemin parce que finalement, c'est devenu automatique. Alors attention toutefois, parce que l'inconscient, il ne se construit pas uniquement par la répétition. Une émotion forte, un traumatisme, ça peut aussi s'imprimer d'un seul coup sans avoir besoin de répétition. Et profondément, et souvent même très très profondément. Et c'est souvent le cas avec des événements marquants comme un accident, un deuil, une agression qui va venir s'inscrire profondément. On peut imaginer un petit peu l'esprit comme un lac calme et en fait on lance une pierre dedans qui correspond au choc émotionnel. Et cette pierre elle tombe au milieu du lac ou dans une partie du lac. Et la pierre en fait c'est ce qu'on a vécu consciemment. Mais quand vous lancez une pierre dans l'eau, ça crée des ondes tout autour et les ondes se propagent. Eh bien les ondes que crée la pierre, ce sont un peu comme les traces inconscientes qui se propagent bien plus loin que ce qu'on peut voir à la surface. Et bien parfois, c'est comme ça. Ce qui est trop douloureux pour être conscient, c'est tout simplement refoulé dans l'inconscient, un petit peu comme un programme qui est mis en veille, et des fois pas si en veille que ça. Ça va être le cas par exemple de certaines personnes qui ont pu être victimes d'abus dans l'enfance et qui n'ont aucun souvenir de ce qu'elles ont vécu. Le cerveau a mis tout ça de côté pour protéger la conscience et puis permettre de pouvoir vivre ou survivre. Et parfois, des années après, ça peut remonter à la surface, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'inconscient, en fait, il ne raisonne pas. Il n'analyse pas, il n'interprète pas, en fait, il exécute. Il va juste enregistrer un schéma, une habitude, une croyance, quelque chose voilà, qui vient s'ancrer, qui vient définir un programme, et en fait, il la rejoue en boucle, peu importe que ce soit utile ou non, bon pour nous ou non. Pour l'inconscient, en fait, un souvenir d'hier ou d'il y a 20 ans, c'est exactement pareil. Il ne connaît pas la notion du temps. Donc en fait, ce qui a été programmé un jour, que ce soit par nos parents, par notre culture, nos propres expériences, ça reste actif tant qu'aucune mise à jour en fait ne vient modifier les programmes. Et puis ce qui est intéressant dans l'inconscient, c'est qu'en fait, il dort jamais. Même quand nous on dort, en fait, lui il veille. Et heureusement parce qu'en fait, il va assurer quand même toutes nos fonctions vitales. Et donc pendant que nous on dort, il continue de traiter, d'intégrer, de nous protéger à sa manière. Alors voilà comment on peut expliquer un peu le fonctionnement de l'inconscient. Un système hyper sophistiqué qui est à la fois hérité et façonné aussi par nos expériences et sans cesse modifiable. Et surtout, du coup, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on peut agir dessus, on peut le reprogrammer et ça change vraiment tout. Ok, mais alors à quoi il sert cet inconscient? Quel est son rôle? Comment parfois il peut aussi nous desservir? Déjà, on l'a vu, l'inconscient assure notre survie. Donc c'est lui qui gère toutes les fonctions vitales sans qu'on ait besoin d'y penser, comme faire battre notre cœur, digérer, respirer. Voilà. Et au-delà de ça, en fait, il s'occupe aussi de tous les réflexes de protection. Par exemple, quand on retire automatiquement la main d'une plaque brûlante ou quand on freine d'un coup en voiture parce qu'un obstacle a surgi. On n'a pas eu le temps de réfléchir, en fait, c'est l'inconscient qui a pris la décision en s'appuyant sur nos expériences passées et il a communiqué tout ça avec le corps et en fait, il a retiré, c'est le réflexe. Et en fait, il a fait ça en une fraction de seconde, parfois même avant même qu'on ait conscience de ce qui s'est passé. Mais son rôle, bien sûr, ne s'arrête pas là, parce qu'il est au cœur de nos apprentissages. Quand on apprend quelque chose de nouveau, au départ, c'est le conscient qui bosse. C'est lui qui fait l'effort, mais à force de répétition, l'inconscient va prendre le relais et là, ça devient automatique. Je parlais tout à l'heure de lire. Quand on était enfant, lire, ça demandait un véritable effort. On déchiffrait chaque lettre, on essayait de les associer pour avoir des sons. Et aujourd'hui, en fait, on reconnaît les mots sans même y penser, et même des fois, quand les lettres elles sont inversées, on arrive à les reconnaître quand même. En fait, c'est l'inconscient qui fait le travail en arrière-plan. C'est pareil pour la conduite, pour faire du vélo, pour marcher, même pour choisir machinalement sa boisson préférée quand on va au café. Et tout ça, ça repose sur des programmes inconscients qui nous font gagner un temps fou au quotidien. Et c'est aussi grâce à ça qu'on peut apprendre, avancer, évoluer, sans avoir à tout réapprendre à chaque fois. Parce que franchement, si on devait réfléchir à tout ce qu'on fait dans une journée, on deviendrait fou. Heureusement, l'inconscient, il est là pour prendre le relais. Et puis si à chaque fois qu'on avait appris quelque chose, on devait le réapprendre, on s'en sortirait jamais, on pourrait jamais évoluer. Un autre rôle très important de l'inconscient, en fait, c'est qu'il nous protège. Alors souvenez-vous de ce qu'on avait dit sur l'ego qui vient au final nous défendre quand il se sent attaqué.
L'inconscient, lui aussi, il va agir un petit peu comme un gardien, mais différemment. Il va non pas venir attaquer, il va plutôt enfouir ce qui serait trop douloureux à vivre consciemment. Les émotions, les souvenirs, les traumatismes qu'on n'est pas prêt à affronter consciemment, qui feraient complètement disjoncter notre cerveau par la puissance émotionnelle, lui, il va les planquer dans les profondeurs, ce que Freud appelait le refoulement. Et en fait, c'est une stratégie de survie. Alors, ça ne veut pas dire que la douleur, elle disparaît, mais au moins, elle ne nous envahit pas en permanence, on n'en a plus conscience. D'ailleurs, l'inconscient cache souvent la souffrance pour nous permettre d'avancer. Et une autre façon de nous protéger, c'est par l'enregistrement d'émotions dans notre système limbique et particulièrement dans l'amygdale, qui est notre système d'alerte et qui va pouvoir nous permettre de réagir rapidement et instinctivement. Par exemple, si vous voyez un serpent, l'amygdale qui réagit avant même que vous soyez conscient de ce que vous voyez, et du coup le résultat, vous sursautez, vous avez peur. C'est un réflexe émotionnel qui vous permet d'être alerté. Parfois ça marche pour sauver notre peau tout simplement, comme sauter en arrière quand on entend un bruit soudain qui peut évoquer un danger, comme une voiture qui serait sortie de la route et qui foncerait sur nous. On n'a pas le temps de réfléchir, de se dire bon alors là qu'est-ce qui se passe. Non, instinctivement en fait il y a des choses qui se mettent en place et on fuit. Et toutes ces expériences en fait elles laissent en nous des traces émotionnelles dans notre inconscient, dans la partie en tout cas du cerveau émotionnel, le système limbique. Il va imprimer en fait des sensations, des émotions, des schémas qui peuvent réapparaître plus tard dans d'autres situations s'ils retrouvent des colorations similaires. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a une autre fonction à laquelle on ne pense pas toujours, qui est liée à l'inconscient, c'est l'intuition. Vous savez, l'intuition, c'est cette impression soudaine de « je le sens ou je le sens pas », qui s'impose à vous un petit peu comme une évidence qui débarque sans trop que vous sachiez d'où elle vient. Il n'y a pas de raisonnement logique, il n'y a pas d'analyse consciente, c'est juste une sensation et pourtant elle est rarement là par hasard. Chaque jour, notre cerveau capte une quantité énorme d'informations à travers tous nos sens. Mais comme notre conscience ne peut pas traiter tout et elle ne peut en traiter en fait au final qu'une toute petite partie, c'est l'inconscient qui fait le tri. Il va filtrer, il classe, il retient, il jette aussi et parfois il enregistre des choses dont on ne se rend même pas compte consciemment. Alors, quand on se retrouve dans une situation qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qu'on a déjà vécu, notre cerveau inconscient, lui, il peut réagir très vite en comparant ce qu'il perçoit et ce qu'il connaît déjà, et y compris dans sa bibliothèque qui contient des informations bien plus importantes que notre conscient. Et s'il trouve une correspondance, il envoie un signal. Et ce signal, c'est en partie ce qu'on appelle l'intuition. Prenons un exemple. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, tout semble aller, la personne est polie, elle est souriante, elle a l'air sympa, et pourtant il y a un petit truc qui vous met mal à l'aise, vous savez pas quoi. Vous ne sauriez pas dire vraiment ce que c'est, mais votre instinct vous dit de rester sur vos gardes. Alors, pourquoi ? Parce que votre inconscient a peut-être capté un micro-signal, un ton de voix, un regard, une posture, qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous aviez oublié, mais dont lui il se souvient très bien, et il vous envoie un message en disant « Attention, il y a peut-être quelque chose qui cloche chez cette personne. » Et là, c'est votre intuition qui vous a parlé. On peut la voir un peu comme une forme d'intelligence rapide et non verbale. Et d'ailleurs, on ne peut pas toujours l'expliquer, mais en fait, on la ressent. Par une émotion, une sensation physique, une tension, une image mentale. En fait, c'est difficile à expliquer avec des mots parce que l'inconscient ne parle pas le langage conscient. Lui, il fonctionne par association, par symbole, par image. Après, c'est pas tout parce que du coup, cet inconscient devient aussi un puissant moteur de créativité. Beaucoup d'artistes d'ailleurs, d'écrivains, de musiciens disent que leurs meilleures idées viennent comme ça, sans réfléchir. Intuition, impulsion, créativité. En fait, ce sont potentiellement des idées qui émergent du dialogue entre le conscient et l'inconscient. Mais parce qu'il y a un mais, comme souvent, l'inconscient, aussi utile soit-il, n'est pas toujours notre meilleur allié. Donc oui, il nous protège, il nous fait gagner du temps, il gère un tas de choses à notre place, mais parfois, dans ce même mouvement de protection, il peut aussi nous freiner, nous bloquer, nous empêcher d'avancer, et ça, souvent, malheureusement, sans qu'on s'en rende compte. Alors, quels peuvent être les pièges de l'inconscient ? Il y en a plusieurs, on va en parler des principaux. D'abord, on peut parler des protections qui sont devenues limitantes. Vous savez, toutes ces blessures, ces douleurs, ces traumatismes qu'on a enfouis au fond de nous,
qu'on pense avoir oubliés, mais en fait en réalité ils continuent de faire leur petit travail en douce. Et ils ressortent parfois sous forme de réactions émotionnelles fortes et incompréhensibles, de comportements qu'on ne maîtrise pas, de tensions dans le corps ou même de douleurs inexpliquées. Eh bien, ce sont des mémoires inconscientes qui n'ont pas été digérées, qui finissent au final par saboter nos relations, nos projets, notre bien-être et parfois même notre santé. Après, il y a aussi les fameuses croyances limitantes qui sont souvent programmées très tôt en nous et qui agissent un peu comme des lunettes à travers lesquelles on perçoit le monde. Par exemple, je ne suis pas assez, je n'y arriverai jamais, je ne mérite pas. Et ces croyances-là, elles sont bien planquées et profondément ancrées dans notre inconscient et elles vont influencer nos décisions, nos choix, nos actions sans qu'on s'en aperçoive. Alors si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode dédié aux croyances limitantes. Et puis il y a les schémas répétitifs. Vous savez, ces situations qui se répètent en boucle. On change de travail mais on retombe toujours sur le même type de patron. On change de partenaire, les mêmes conflits reviennent. On a l'impression de vivre la même scène encore et encore, comme si on rejouait toujours le même film, même si on change de décor. En fait, ce sont des automatismes inconscients, des programmes enregistrés qui vont tourner tout seuls parce que notre inconscient, lui, il pense que c'est la meilleure façon de faire. Il ne se pose pas de questions, souvenez-vous, il exécute. Et même si c'est plus du tout adapté ou plus au service de notre bien-être. Il ne raisonne pas, il ne se pose pas de questions pour savoir si c'est bon ou pas. Lui, je reviens encore une fois, il exécute tout simplement. Donc il fait ce qu'il connaît, ce qu'il a déjà enregistré, et tant qu'on ne vient pas mettre à jour les programmes, il continue de les faire tourner en boucle. Un autre piège, c'est aussi les biais cognitifs. En fait, l'inconscient, il adore aller vite. Donc en fait, il va utiliser des raccourcis mentaux pour traiter l'information rapidement. Mais ces raccourcis, ils nous jouent parfois des tours. Comme par exemple ce qu'on appelle l'effet de primauté qui fait qu'on retient mieux la première information qu'on a entendue, même si elle est fausse. Ou le biais de confirmation dont je vous avais déjà parlé, où on a tendance en fait à ne chercher que ce qui confirme ce qu'on croit déjà être vrai. Du coup, ça nous empêche d'évoluer. Et le plus dingue en fait dans tout ça, c'est qu'on s'en rend même pas compte, parce que ces biais ils vont influencer nos choix, nos jugements, nos réactions, mais en mode pilote automatique. Et là où ça devient encore plus complexe dans les pièges, c'est quand notre conscient et notre inconscient ne sont pas d'accord. On veut quelque chose consciemment, par exemple réussir, aimer, changer, mais notre inconscient, lui, il a peur de ce que ça implique, donc il veut pas y aller. Par exemple, vous voulez briller, mais en fait, votre inconscient, il pense que si vous vous montrez trop, si vous brillez trop, vous allez être critiqué ou jalousé. Donc en fait, vous pouvez pas, ça bloque. Vous voulez aimer, il garde en mémoire une trahison passée, donc il freine. Résultat, vous avancez avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Du coup, vous procrastinez, vous doutez, vous vous auto-sabotez et vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est normal en fait, parce que l'inconscient, lui, il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Encore une fois, il fonctionne en automatique. Donc, il ne cherche pas à vous faire du mal, il cherche juste à faire ce qu'il connaît. C'est son job, il fait son job. Et c'est là qu'on réalise à quel point l'inconscient peut littéralement prendre les commandes de notre vie. Et oui, sans même qu'on s'en rende compte, en fait, il nous fait rejouer des pensées, des émotions, des comportements, encore et encore et encore comme un vieux disque rayé. Il peut nous enfermer dans des habitudes qui nous freinent, nous faire retomber dans les mêmes schémas relationnels, comme si on répétait toujours le même scénario avec de nouveaux acteurs. Mais il peut aussi, et c'est là que ça devient intéressant, nous aider à évoluer. Alors la grande question, c'est comment en faire un allié plutôt qu'un frein. Alors déjà, première idée à oublier, non, on ne peut pas contrôler notre inconscient. Par définition, il échappe à notre volonté consciente. Donc c'est pas possible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler avec lui. Grâce à ce qu'on sait aujourd'hui sur la neuroplasticité, on a le pouvoir de modifier nos programmes internes. C'est un petit peu comme apprendre à reprogrammer un vieux logiciel. Et pour ça, la première étape, c'est comprendre comment il s'exprime notre inconscient. Parce qu'il a un langage bien à lui. Il ne parle pas avec des mots, mais plutôt avec des répétitions, des émotions, des ressentis physiques, des comportements, des symboles, des images. Et une fois qu'on apprend à décoder un peu ces signaux, on peut commencer à transformer tout ce monde souterrain. Et là, en fait, il va pouvoir devenir notre meilleur allié. Alors, concrètement, comment on fait pour repérer les moments où l'inconscient prend la parole ? Parce qu'en fait, il est là tout le temps, il agit dans l'ombre, il guide nos choix, il influence nos réactions, mais avec un langage subtil, symbolique et parfois déroutant. Alors, premier point déjà, c'est il faut l'observer.
et l'observer sans peur, avec une curiosité et de la bienveillance. Alors, je vous le dis tout de suite, non, l'inconscient, ce n'est pas un monstre caché sous votre lit. Oui, il contient parfois des blessures, des émotions refoulées, mais il a un rôle essentiel, vous protéger. Et il ne fera jamais remonter à la surface quelque chose que vous n'êtes pas prêt à affronter, même si ce qui remonte vous semble très douloureux à vivre sur le moment. En fait, c'est une sorte de garde du corps intérieur. Et on sait qu'en hypnose, jamais une personne ne fera quelque chose d'ailleurs qui va à l'encontre de ses valeurs profondes. L'inconscient agira comme un garde-fou pour ne pas permettre à la personne de se mettre en danger. Pour vous donner un exemple personnel, j'ai eu l'occasion de participer à un spectacle d'hypnose un jour dans une soirée au camping et d'avoir été sélectionné comme étant un bon sujet pour participer à l'expérience. Et du coup, j'étais intéressé parce que je voulais voir comment ça fonctionnait. Donc effectivement, mon corps se laissait aller à suivre un petit peu les directives de celui de l'hypnotiseur. Et puis à un moment, en fait, voilà, il nous parlait d'une soirée où on avait une superbe femme qui venait danser avec nous et donc il nous mettait avec quelqu'un à danser. Moi, j'ai très vite senti en fait que c'était pas une femme qui me mettait, c'était dans ceux qui avaient été choisis, que c'était un homme et que c'était un des jeunes que j'avais pu repérer. Et j'ai senti en fait ce jeune se mettre à trembler de partout, comme si en fait son inconscient, je sais pas ce qu'il vivait. Et là, très clairement, ça a été trop loin pour mes valeurs en fait. Et là, j'ai perdu le contact avec l'hypnose et j'ai repris complètement le pouvoir. J'ai tellement bien repris en fait qu'il a pas réussi à me rendormir et qu'il m'a demandé de faire semblant et de jouer le jeu pour pas gâcher son spectacle. Donc tout ça pour vous dire que quand ça vient toucher des valeurs profondes, bien évidemment, l'inconscient va venir bloquer en fait tout le système et vous allez pouvoir reprendre les choses. Jamais votre inconscient ne vous fera faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc il ne fera jamais remonter des choses qui seraient trop douloureuses à vivre pour vous ou impossibles à gérer. Et ça, c'est plutôt rassurant. Donc au lieu de fuir notre inconscient, eh ben, on va essayer d'apprendre à l'écouter. Alors comment on peut repérer quand notre inconscient s'exprime ? Eh bien déjà, des fameuses répétitions. Vous savez, vous avez l'impression de revivre toujours les mêmes situations, de vivre des scènes qui semblent se rejouer encore dans vos vies, même si ça prend des formes différentes, mais toujours avec une sensation familière de « j'ai déjà vécu ça », ou plutôt vous vous posez la question « mais pourquoi est-ce que ça m'arrive encore ?» Ben vous savez, c'est ce genre de situation où vous tombez toujours sur le même type de relation qui finit mal, ou ce schéma où à chaque fois que vous commencez à réussir quelque chose, ben vous sabotez tout sans trop savoir pourquoi. Et ces répétitions, en fait, ce ne sont pas des coïncidences, ni une malchance, ni une malédiction. Ce sont souvent des scénarios inconscients que vous rejouez, parce qu'à un moment donné, ils ont été intégrés comme étant normaux, entre guillemets, comme si votre inconscient disait « Tiens, on connaît ce terrain, on sait comment y survivre, allez, on y va, on rejoue ». Et ces répétitions, elles peuvent être frustrantes, parce qu'on se sent parfois coincé, impuissant, et pourtant elles ont un sens, elles parlent de ce que nous cherchons à réparer, parfois même sans le savoir. C'est parfois lié à ce que vous avez vécu dans l'enfance, à des blessures non digérées, à des croyances profondes ou encore à des programmes hérités. Et tant que ces programmes vont tourner en arrière-plan, eh ben vous pouvez vous retrouver à revivre les mêmes histoires, même si les contextes varient, le fond restera le même parce que l'inconscient rejoue, encore une fois, ce qu'il connaît, ce qu'il a appris, même si aujourd'hui ça n'est plus adapté. La clé, en fait, ça va être de ne pas culpabiliser. Ça va être de regarder ces répétitions avec curiosité, avec douceur, comme des indices, comme si votre inconscient vous disait « Tiens, regarde, tu as encore une opportunité d'apprendre quelque chose ici, une chance de changer le script. » Alors quand vous repérerez un schéma répétitif dans votre vie, demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation me fait revivre ? À quel moment de ma vie ce scénario a-t-il déjà existé ? Est-ce que je cherche inconsciemment à réparer quelque chose ? Si oui, quoi ? Qu'est-ce que cette situation m'oblige à ressentir ? Et surtout, cette question, est-ce que ça me sert encore ou est-ce que ça me maintient dans une boucle qui m'épuise et dont je ne veux plus ? Parce que c'est souvent en identifiant ces répétitions symboliques qu'on peut commencer à les transformer. Pas en forçant, mais en choisissant petit à petit un autre chemin, un chemin plus conscient, plus aligné, moins dicté par l'histoire passée et surtout plus ouvert à ce que vous voulez vraiment aujourd'hui.
Donc dès que vous repérez des schémas qui se répètent, notez-les car ils ont beaucoup de choses à vous raconter. Et puis après, on a les automatismes qu'on repère. On l'a vu, l'inconscient il fonctionne beaucoup par automatisme, voire essentiellement. Et les automatismes, c'est tout ce qu'on fait sans y penser. Se brosser les dents, conduire, préparer le café après le repas. Ces petits gestes du quotidien qu'on répète mécaniquement, comme sur pilote automatique. On se réveille, on enchaîne les mêmes actions, dans le même ordre, sans même avoir besoin d'y réfléchir. En fait, c'est notre cerveau automatique qui prend le relais. Un peu, vous connaissez, vous avez dû déjà le vivre, ce moment où vous arrivez quelque part en voiture et vous vous dites « mais au fait, j'ai pris quelle route ?» Alors c'est pas un bug, c'est juste que votre inconscient a pris le volant pendant que votre esprit vagabondait ailleurs. Alors oui, c'est pratique, mais le revers, c'est que ces automatismes, ils peuvent aussi nous enfermer. Parce qu'on va manger sans faim simplement parce que c'est l'heure de manger, on allume une cigarette après le repas par habitude, on se retrouve à répéter des comportements simplement parce qu'ils sont là, intégrés, ancrés. Du coup, on agit sans rien remettre en question, sans même se demander si ces comportements nous servent encore ou pas. Mais ces automatismes-là, si vous prenez le temps de les observer, ils ont beaucoup à vous dire. En fait, ils racontent l'histoire de vos programmes inconscients, tout simplement. Des programmes installés parfois depuis l'enfance et qui continuent à tourner en boucle sans que vous en ayez conscience. Et ces histoires, elles parlent de vous, ou même de votre famille, elles parlent de vos peurs, de ce que vous avez cru devoir faire pour être aimé, accepté ou simplement vous sentir en sécurité. Comme par exemple si vous fermez machinalement la porte à clé en rentrant chez vous sans même y penser alors qu'il fait jour et qu'il n'y a pas de risque, c'est un réflexe et c'est peut-être aussi un signal, une information que votre inconscient vous donne. Et puis il y a aussi ces pensées automatiques, ces petites phrases qui tournent dans votre tête, ces croyances aussi limitantes. Je suis nul, je vais échouer, j'y arriverai jamais. C'est un peu comme des mantras inconscients qui sont issus de nos croyances limitantes et qui peuvent façonner votre perception de vous-même et du monde. Alors si ce sujet sur les croyances limitantes vous interpelle, je vous invite à réécouter l'épisode qui est dédié aux croyances limitantes pour apprendre comment on peut les identifier et ce qu'on en fait. Donc voilà, je vous invite à prendre un peu de recul, à porter un regard curieux et bienveillant sur toutes ces habitudes qui rythment vos journées. Posez-vous cette question toute simple, est-ce que cette habitude, ce que je fais là, me sert ou est-ce que ça me freine ? Parce que c'est là que vous allez pouvoir commencer à identifier les programmes inconscients à reprogrammer. Et poser peut-être de nouveaux choix, plus conscients, plus alignés, encore une fois, avec ce que vous êtes aujourd'hui. Une autre façon qu'a l'inconscient de s'exprimer aussi et qu'on peut repérer, c'est les réactions un peu démesurées. Alors, il vous est sans doute déjà arrivé de réagir très fortement à une situation alors qu'objectivement, il ne s'était pas passé grand-chose. Une remarque un petit peu sèche, un silence, un oubli, un regard, et paf, ça explose à l'intérieur. Colère, tristesse, angoisse, panique, une émotion qui monte, qui déborde, et vous vous demandez après coup, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça ? Eh bien, ce genre de réaction disproportionnée par rapport à l'événement, c'est souvent un signal. C'est pas forcément vous qui êtes trop sensible, c'est juste que quelque chose de plus ancien s'est rejoué. Un bouton a été appuyé, et derrière ce bouton, il y avait une mémoire émotionnelle. Quelque chose qui a sans doute jamais été exprimé ou entendu d'ailleurs. Ces émotions trop fortes, elles ne sont pas à étouffer, elles sont à écouter. Elles parlent de vous, elles vous montrent où ça coince, où ça appelle du soin. Elles sont des révélateurs puissants de votre monde intérieur, de vos blessures encore actives. Elles ne sont pas logiques, non, elles sont viscérales. C'est votre inconscient qui remonte à la surface souvent sans prévenir. La prochaine fois qu'une émotion vous dépasse, essayez de ne pas la juger et de ne pas l'étouffer. Demandez-vous plutôt, mais de quoi est-ce que j'ai vraiment eu peur là ? À quoi est-ce que ça m'a ramené ? Est-ce que je suis en train de réagir au présent ou à une douleur plus ancienne ? Et écoutez la réponse qui vient. Vos réactions intenses peuvent devenir des alliés précieux si vous les considérez comme des messages de votre inconscient qui vous parlent de ce que vous avez besoin de guérir et d'apaiser. En fait, ces réactions, elles sont là pour vous aider à vous rencontrer en profondeur. Et puis l'inconscient va s'exprimer aussi par les réflexes instinctifs. Ce sont des réactions un peu fulgurantes qui surgissent avant même qu'on ait le temps de penser. On sursaute, on évite un obstacle, on recule brusquement devant un danger. Ces gestes de protection qui sont commandés par une partie très ancienne de notre cerveau et qui ont été cruciaux pour notre survie à certains moments et encore aujourd'hui dans certains cas. Mais parfois, alors ces réflexes ils vont se déclencher alors qu'il n'y a aucun danger réel.
Ça peut être une voix qui monte un peu, une ambiance tendue et tout le corps se met en alerte, le cœur s'accélère, les muscles se tendent, comme si notre système percevait un danger invisible. Et bien ça nous montre que le corps souvent se souvient avant même que l'on comprenne. Et ces réflexes sont précieux parce qu'ils nous informent. Ils peuvent nous signaler des traumatismes anciens, des situations perçues comme menaçantes dans notre histoire personnelle. Donc observer ces réactions, ça va être aussi écouter ce que notre inconscient tente de nous dire. Il va vous dire là, je me sens pas en sécurité. Et du coup, c'est une invitation à aller voir ce qui en nous est encore en alerte. Autre chose qu'on associe très souvent à l'inconscient, vous vouliez dire quelque chose et il y a un autre mot qui sort. Vous vouliez envoyer un message et vous oubliez de l'envoyer ou vous l'envoyez à la mauvaise personne. Ou encore vous perdez vos clés pile au moment où vous deviez aller à un rendez-vous important. Et ces petits bugs du quotidien, ce sont comme des fenêtres sur l'inconscient. Ce qu'on appelle les lapsus et les actes manqués sont des petites erreurs en apparence, mais qui viennent souvent dire tout haut ce que l'inconscient pense tout bas. Alors Freud appelait ça a priori le retour du refoulé, c'est-à-dire toutes les pensées, émotions ou désirs que vous n'assumez pas vraiment consciemment, mais qui trouvent quand même un moyen d'exister. Alors ils passent par la porte de service, et c'est souvent très gênant. Pourtant, ces moments-là sont précieux, et donc plutôt que de dire « Ah oui, non, mais c'est parce que je suis fatigué », vous pouvez essayer, en tout cas de vous le dire à vous-même, et si ce lapsus me disait quelque chose, qu'est-ce que j'essaie de cacher? Qu'est-ce qui cherche à sortir malgré moi? Parce qu'on croit qu'on contrôle tout, mais en fait l'inconscient adore glisser des indices là où on ne regarde pas. Dans une bourde, un oubli, une erreur bête, mais symbolique. C'est comme s'il disait « Tu ne veux pas le voir? Très bien, je vais te le montrer autrement ». Une autre façon qu'a l'inconscient de s'exprimer, c'est à travers les rêves. Ce théâtre intérieur, en fait, pour l'inconscient. Chaque nuit, pendant que vous dormez tranquillement, votre inconscient met en scène un spectacle étrange et souvent un peu fou. Bienvenue dans le monde des rêves, un théâtre où tout est possible, tout est symbolique et rien n'est là par hasard. Dans ce rêve, vous pouvez croiser des personnes que vous n'avez pas vues depuis 10 ans, revivre des situations bizarres, perdre vos dents, tomber dans le vide ou courir sans jamais avancer. Et tout ça, ça a du sens. Enfin, ça a un sens, celui que votre inconscient tente de vous faire passer. Le rêve, c'est un langage imagé de votre monde intérieur. Il ne vous parle pas avec des phrases rationnelles, mais avec des symboles, des émotions, des sensations. Alors, vous rêvez que vous êtes poursuivi, peut-être que vous fuyez quelque chose dans votre vie. Vous rêvez que vous êtes nu en public, peut-être qu'il y a une part de vous qui se sent exposée, vulnérable. En fait, tout dépend du contexte. Et le contexte, en fait, c'est le vôtre. La symbolique, c'est la vôtre. Les rêves, ce ne sont pas juste des bizarreries d'un esprit fatigué ou tortueux. En fait, ce sont des messages codés. Alors, bien sûr, tous les rêves ne sont pas interprétés au pied de la lettre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils disent quelque chose. Ils mettent en scène nos conflits, nos désirs, nos peurs. Ils nous montrent ce que notre conscience n'ose pas toujours regarder en face. Et un rêve récurrent, un symbole qui revient souvent, une sensation forte au réveil, tout ça, ça peut être un point de départ, parce que votre inconscient vous parle, certes à sa manière. D'ailleurs, si vous vous souvenez de vos rêves, comme moi je me souviens de mes rêves quasiment tout le temps, vous pouvez y retrouver des éléments de choses que vous avez vues la veille, des discussions que vous avez pu avoir, des petits éléments comme ça, avec des associations qui se font. Ça peut être assez drôle effectivement à repérer, ou encore des fois de régler un conflit qui n'a pas pu se régler dans la réalité pour pouvoir libérer le trop-plein d'émotions. En tout cas, les rêves, on peut les voir comme des messages de l'inconscient qui trouvent un chemin vers la surface. L'inconscient, on en parlait tout à l'heure, est lié à l'intuition, donc l'intuition va être aussi une façon que notre inconscient va avoir pour s'exprimer, pour rentrer en contact avec nous. Voilà, c'est-à-dire que d'un seul coup, il a capté des signaux subtils, des détails, il va nous le restituer sous forme de ressenti, comme une forme de sagesse intérieure, et ces ressentis, en fait, c'est notre intuition, notre inconscient qui nous chuchote « fais attention à cette personne » ou « vas-y, ça c'est bon pour toi, prends ce chemin-là ». Donc écouter son intuition, c'est accepter aussi de faire confiance à cette intelligence intérieure, moins visible mais souvent plus juste que le mental et qui peut bien souvent nous éviter certains écueils. Et puis il y a le corps, ce messager silencieux mais inlassable. C'est celui en fait sans un mot qui vous parle chaque jour à travers ses propres langages. Douleur, inexpliquée, tension persistante, blocage, sensation diffuse, des mots que les examens médicaux peinent parfois à expliquer, voire même où on ne trouve rien.
Par exemple, vous avez mal au ventre à chaque fois que vous devez prendre la parole en public, une douleur dans le dos dès que la pression monte, une boule dans la gorge au moindre conflit. Ce ne sont pas juste des coïncidences. Votre corps, il joue pas à faire semblant. En fait, il enregistre tout, même ce que notre mental choisit d'ignorer. Il garde la trace des émotions refoulées, des tensions passées, des non-dits accumulés. Et lorsqu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas entendre, il prend le relais. Il parle pour nous, parfois même plus fort, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on l'écoute. Le corps va alors devenir une sorte de haut-parleur de l'inconscient. Il nous prévient, il nous protège, il exprime ce qu'on n'a pas osé dire. Une douleur, ça peut être un signal, un nœud, une alarme, une tension, un message. C'est un peu comme un grand panneau lumineux clignotant qui nous dit regarde ici, il y a quelque chose à comprendre. Donc prenez le temps de poser cette question simple à votre corps. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Parce que oui, votre corps, lui, il sait. Et si vous l'écoutez, mais vous l'écoutez vraiment avec curiosité et bienveillance, il peut devenir votre plus fidèle allié sur le chemin de la conscience et du coup, vous aider à décoder l'inconscient. Alors, il faut aussi savoir que notre corps perçoit avant que notre mental comprenne. Donc il va capter des incohérences aussi, des atmosphères, des tensions invisibles. Il peut ressentir qu'il y a quelque chose qui cloche bien avant qu'on puisse le nommer. Ce ressenti, ce frisson, ce malaise diffus, c'est peut-être déjà votre inconscient qui vous envoie un signal. C'est une sorte d'intuition corporelle en fait. Et puis il y a ces réflexes aussi instinctifs, les réactions fulgurantes qui réagissent quand on n'y pense pas. Vous savez, quand j'expliquais tout à l'heure, on sursaute, on se tend, on évite un danger. Tous ces réflexes en fait qui sont orchestrés par les parties les plus anciennes de notre cerveau, celles qui vont veiller à notre survie. Apprendre à écouter ces signaux corporels et instinctifs, c'est comme se donner une sorte de boussole intérieure. Ça vous permet d'avancer non plus à l'aveugle, mais avec plus de conscience, de douceur et surtout de respect envers vous-même. Donc le corps, encore une fois, est un décodeur, un amplificateur des messages de l'inconscient. Donc comme vous voyez, l'inconscient ne parle pas avec des mots clairs, il parle plutôt en symboles, en émotions, en réactions, en sensations, en rêves. En tout cas, il parle tout le temps, et plus nous apprendrons à écouter ces signaux, plus nous développerons une forte intimité avec nous-mêmes. Et c'est là que le changement devient possible. Non pas en se forçant, mais en fait en comprenant ce qui se joue à l'intérieur et qui s'exprime à l'extérieur. Alors, pour entrer en contact avec notre inconscient, il est invité à remonter à la surface. On peut bien sûr observer ces manifestations spontanées comme on vient de le voir, mais aussi utiliser des approches qui vont faciliter son expression. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient devient plus accessible quand notre mental se met en retrait, quand notre conscience ordinaire ralentit un petit peu. Et c'est ce qui se passe naturellement la nuit, d'ailleurs, quand nous rêvons. Mais c'est aussi ce qui se produit dans certains états modifiés de conscience, comme par exemple dans les séances d'hypnose ou en auto-hypnose, pendant une méditation profonde ou même lors des soins énergétiques. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup de personnes, y compris j'avais une collègue hypnothérapeute qui me partageait que lors des soins énergétiques que je pratiquais, elle ressentait un état vraiment similaire à celui de l'état de transe hypnotique. Et ces approches particulières ont tout un point commun, en fait, elles réduisent l'activité du mental rationnel, ce qui au final permet d'ouvrir une fenêtre vers ce monde intérieur. Alors, je dirais pas qu'on rentre complètement dans l'inconscient, alors ça c'est que mon avis, mais plutôt qu'on s'en approche, qu'on se place aux portes de l'inconscient, à un endroit où la communication en fait avec lui devient possible. L'inconscient, lui, il faut garder en tête qu'il ne connaît pas l'oubli, il va garder en mémoire tout ce qu'on a vécu, ressenti, traversé. C'est probablement, je pense, notre réservoir le plus vaste d'expérience et de mémoire qu'on peut avoir. Il y a des approches effectivement comme la méditation ou la pleine conscience qui vont permettre de calmer le mental pour mieux capter les signaux plus subtils de l'inconscient. Mais au-delà de ces états de conscience modifiés, par exemple, qu'on a pu voir avant, qui influencent nos ondes cérébrales, il y a d'autres moyens très simples et puissants aussi pour dialoguer avec cette part de nous inconsciente. En fait, l'idée dans tous les cas, ça va être de prendre de vitesse le mental, de l'empêcher de filtrer, de contrôler, et pour ça, on a besoin de spontanéité, d'élan et de lâcher prise. Alors, on peut par exemple citer la libre association, qui est un excellent outil pour faire tout ça. Et le principe est assez simple. Vous partez d'un mot et vous dites ou écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit sans vous censurer. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de filtre. Vous laissez filer les pensées comme elles viennent, même si elles paraissent bizarres, décalées ou même sans lien. Finalement, c'est un petit peu le principe qu'on utilise quand on fait des brainstorming. Par exemple, si on part du mot manque, vous voyez, ça peut être manque, vide,
ventre creux, enfance, goûter oublié, pas important, colère, injustice, invisibilité. Et en fait, en quelques mots, on voit déjà un fil qui se déroule, qui ramène à une sensation, un souvenir, une émotion enfouie. Et ce genre de chaîne peut révéler parfois des croyances qui sont ancrées, des blessures non reconnues. Après, vous pouvez aussi partir d'une sensation physique ou d'une émotion comme j'ai une boule dans la gorge quand je pense à. Voilà. Et là aussi, il faut laisser parler, parce que l'inconscient, il adore ce genre de porte ouverte. Une autre façon de rentrer en contact avec son inconscient, c'est l'écriture intuitive ou automatique ou spontanée, enfin je sais pas comme tout le monde l'appelle de façon un peu différente, un petit peu comme poser le stylo et laisser parler ce qu'il y a à l'intérieur, sans réfléchir du tout. En fait, vous pouvez commencer par une phrase d'ouverture si ça vous aide, comme je laisse venir ce qui a besoin de s'exprimer, ou qu'est-ce que je refuse de voir en ce moment, ou même si je n'avais pas peur, voilà, 3 petits points. Et puis vous écrivez sans vous arrêter. Même si c'est pour écrire, je ne sais pas quoi écrire. L'idée, en fait, c'est de débrancher le mental qui critique, celui qui veut que tout soit logique ou bien dit. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas se relire, en tout cas pas tout de suite, de rien corriger, et de juste laisser sortir ce qui vient, même si c'est pas construit comme phrase. Alors, parmi d'autres outils, il y a ce qu'on appelle les rêves lucides. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est des rêves en fait où vous êtes conscient que vous rêvez pendant que vous rêvez. Et parfois, dans ces moments-là, vous pouvez interagir avec le rêve, parler à un personnage, poser une question, transformer une scène, un peu comme si vous pouviez dialoguer directement avec votre inconscient à travers ce théâtre nocturne. Certains vont y trouver des compréhensions, d'autres des guérisons symboliques très puissantes. Alors, c'est pas évident. Moi, je sais que j'ai cette chance, comme je vous disais, je rêve toutes les nuits, et j'ai cette chance de parfois savoir que je rêve, et de pouvoir intervenir dans mon rêve, ou de me souvenir que là, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, ou que là, c'est en lien avec un film que j'ai vu hier. Maintenant, vous dire que je suis en capacité de pouvoir dialoguer avec un personnage de façon consciente pour avoir des réponses, j'en suis pas encore là. Donc, c'est intéressant de le savoir, mais je pense que c'est pas le plus facile à gérer. Par contre, dans la même veine, en fait, et cette fois en pleine conscience, il y a ce qu'on appelle les rêves éveillés. C'est un peu un état entre la veille et le sommeil, peut-être potentiellement un peu comme des méditations, mais bon, l'idée c'est de se laisser traverser par des images, des sensations, des scènes, sans rien diriger absolument. Vous êtes là, vous observez ce qui se déroule à l'intérieur. On peut y rentrer simplement en s'installant confortablement, en fermant les yeux, en posant une intention, comme par exemple je veux rencontrer une part de moi qui a besoin de s'exprimer, et puis on laisse venir ce qui vient. Ça peut être un paysage, un animal, une figure étrange. On le suit, on peut lui poser des questions, on écoute ce qu'il a à dire. Alors, souvent ça peut paraître irréel, poétique ou même des fois un peu absurde, mais c'est assez juste, et on peut y retrouver parfois des souvenirs, des blessures oubliées, ou tout simplement des parts de nous qui veulent être entendues. Et puis, il y a tout ce qui passe par la création libre. Chanter, peindre, danser, jouer d'un instrument sans réfléchir. Laisser le corps s'exprimer sans passer par la tête. L'inconscient, en fait, est une source infinie d'inspiration. C'est lui qui nourrit l'art, les symboles, les intuitions. Donc, ces pratiques sont autant de moyens d'exprimer ce qui ne trouve pas toujours les mots. Vous pouvez aussi simplement prendre un moment pour scanner votre corps, ressentir les tensions, les sensations et vous demander, tiens, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire là? En fait, ce qui compte dans tout ça, ça va être de créer un espace intérieur sans jugement, sans attente. Un espace où votre inconscient peut venir se raconter à sa façon. Il n'y a pas besoin de le forcer, il suffit d'écouter, d'observer et parfois de laisser la main écrire ce que la bouche n'ose pas dire. Alors maintenant qu'on sait comment écouter notre inconscient, comment entrer en dialogue avec lui, une question toute naturelle se pose. Est-ce qu'on peut vraiment le transformer et le reprogrammer? Eh bien la réponse est oui. Mais attention, on ne reprogramme pas notre inconscient comme on formate un disque dur. C'est pas une opération mécanique, c'est un processus qui est vivant, doux, progressif, respectueux. Car avant de transformer quoi que ce soit, il y a une étape essentielle, c'est s'observer avec bienveillance. Et tout commence par là. Apprendre à repérer nos automatismes, nos réactions, nos croyances sans jugement. Juste regarder, observer quand une émotion surgit, quand un comportement se répète. Et tout ça, c'est des petites fenêtres ouvertes sur l'inconscient. Et plus on les observe, plus on leur laisse de l'espace et plus elles se transforment naturellement. En fait, on ne change pas ce qu'on ne voit pas.
Mais dès qu'on met de la conscience sur un schéma, une blessure, une peur, on commence déjà à l'ouvrir, à l'assouplir pour la transmuter. Et puis il y a cette autre clé souvent négligée mais tellement puissante, c'est de faire confiance à ses ressentis et à ses intuitions. L'inconscient nous parle aussi à travers le corps, les émotions, les sensations, les élans. Donc être à l'écoute de cela, c'est déjà entamer un dialogue de transformation. Mais alors comment aller plus loin ? Comment agir sur l'inconscient pour transformer nos croyances, nos peurs, nos blocages, nos programmes répétitifs, pour qu'ils cessent enfin de diriger nos vies en sourdine dans une direction qui ne nous convient plus ? Eh bien, l'explication se trouve en grande partie dans ce que nous expliquent les neurosciences. Notre cerveau est malléable, il n'est pas figé. Il change, il évolue, il s'adapte en permanence. Il peut aussi désapprendre. Il peut intégrer de nouvelles façons d'être, de penser, de ressentir, à condition de lui parler dans son propre langage. Il peut supprimer, modifier ou créer de nouvelles connexions neuronales, même à l'âge adulte, et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et c'est exactement ce qui permet de reprogrammer l'inconscient. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Dans notre cerveau, les informations circulent à travers des réseaux de neurones. Donc un neurone, c'est, comme on l'a vu, un petit messager, et quand deux neurones s'activent souvent ensemble, en fait, ils finissent par se connecter entre eux. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. C'est un peu comme un sentier dans une forêt, où à force de passer toujours au même endroit, on finit par tracer un chemin. Et plus on l'emprunte, plus il devient évident, jusqu'à devenir automatique. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans votre cerveau. Quand vous répétez une pensée, une émotion ou un comportement, vous renforcez un circuit neuronal et avec le temps, ce circuit devient un automatisme inconscient. Si par exemple, depuis toujours, vous vous répétez « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur », ce chemin mental devient tellement balisé qu'il s'active tout seul, à votre insu, et pas pour le mieux pour vous. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que grâce à la neuroplasticité, notre cerveau, il peut évoluer. On peut créer de nouveaux chemins, modifier les anciens, en affaiblir certains, simplement en cessant de les emprunter. Alors, pour créer de nouveaux circuits, il ne suffit pas de penser différemment juste une seule fois. Il faut répéter avec attention et intention. Chaque fois que vous pensez autrement, que vous ressentez une émotion différente face à une situation, que vous agissez d'une nouvelle manière, que vous vivez une expérience inhabituelle, nouvelle, vous envoyez ce message à votre cerveau. Et regarde, il se passe quelque chose de nouveau ici. Et plus vous le répétez, plus le cerveau considère ce nouveau fonctionnement comme une réalité durable. Petit à petit, ces nouvelles connexions vont prendre le relais des anciennes. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous n'activez plus certains circuits, par exemple si vous cessez de vous dévaloriser ou que vous ne réagissez plus avec une peur dans certaines situations données, alors les anciennes connexions peuvent s'affaiblir, voire disparaître avec le temps. C'est ce qu'on appelle les lagages synaptiques. En fait, le cerveau qui fait du tri et il élimine ce qui est plus utilisé. Donc à chaque fois que vous choisissez consciemment une nouvelle pensée, une nouvelle posture intérieure, une nouvelle action, vous êtes en train d'affaiblir l'ancien et de renforcer le nouveau. Après, les émotions, le ressenti va être important en fait dans notre façon de pouvoir reprogrammer notre inconscient. Le cerveau, il va retenir beaucoup mieux ce qui est vécu avec émotion. Du coup, tout changement profond, en fait, ça doit passer par une expérience plutôt incarnée, vécue, mais surtout ressentie pleinement. Que ce soit quand on va faire une visualisation, une affirmation positive, un geste symbolique, une nouvelle manière de parler ou d'agir, ce qui va faire la différence, en fait, c'est d'être présent à ce qu'on vit et de le vivre intégralement. En gros, le trio gagnant, c'est répétition, attention, être attentif, émotion. Et c'est là que le cerveau, il se dit « ça c'est important, je crois que je vais le garder ». Alors dans les outils qui peuvent aider dans la reprogrammation, on a la visualisation. Vous vous souvenez, le cerveau il ne fait pas la différence entre ce qu'on vit réellement et ce qu'on imagine intensément avec des émotions. Donc si on visualise un projet qu'on a qui est déjà accompli ou un état de paix intérieur ou une version de nous plus libre, plus confiante, notre cerveau va activer les mêmes circuits neuronaux que si c'était réellement en train de se produire. Et du coup, comme il ne fait pas la différence non plus entre le passé, le présent et le futur, à force de répéter ces visualisations, d'y mettre de l'émotion, du ressenti corporel, de se connecter vraiment comme si on le vivait réellement,
eh bien on entraîne littéralement notre cerveau à adopter cette nouvelle réalité intérieure et on crée des nouvelles connexions. Dans le même esprit, on a les affirmations positives qui peuvent être aussi un vrai levier de reprogrammation. Par contre, attention, il ne suffit pas juste de les répéter mécaniquement. Une affirmation comme je suis capable, je mérite d'être aimé ou j'ai confiance en moi, ça aura de l'impact que si vous y mettez de l'intention, si vous le ressentez à l'intérieur, que vous l'incarnez, mais aussi avec la répétition. En fait, il faut vraiment incarner pleinement ces affirmations. Il faut la vivre de l'intérieur, l'imaginer, la ressentir dans notre corps, la faire vibrer. Et c'est cette vibration émotionnelle qui envoie un signal fort au cerveau qui lui dit « Tiens, ça c'est réel, c'est moi ». Vous pouvez d'ailleurs aussi également noter toutes ces phrases sur une feuille ou même vous créer ce qu'on appelle les dream boards, désolé pour l'accent, sur lequel en fait on colle des images qui représentent ou qui symbolisent ce que vous voulez vivre et en fait vous accrochez ça dans un endroit où votre regard se portera souvent, même de façon complètement inconsciente en fait. Vous pouvez effectivement vous mettre devant et l'observer en conscience, et ça c'est bien, mais aussi en fait laisser cet inconscient qui capte plein d'informations qui n'arrivent pas à notre conscient, donc capter du coup ces phrases ou ces images positives pour vous qui vont vous aider à les ancrer par la répétition. Un autre levier qui est assez intéressant, c'est les actes symboliques. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, il comprend pas seulement les mots, d'ailleurs il comprend pas très bien les mots, il comprend surtout les gestes, les rituels, les symboles. Donc faire une action différente, même minuscule, c'est comme dire à votre inconscient, regarde, je suis en train de changer. Alors, ces actes symboliques, ça peut être par exemple d'écrire une lettre que vous donnerez jamais, puis de la brûler. Alors ça peut être une lettre à soi, une lettre à notre peur. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait les actes psychomagiques. Ça peut être aussi, comme acte symbolique, c'est de ranger un espace qui est chargé plutôt d'une mémoire émotionnelle difficile, en disant allez, je nettoie. Ça peut être de poser un petit acte que vous êtes toujours interdit de faire. Et ces gestes, en fait, quand vous les faites en pleine conscience, ça peut avoir un vrai pouvoir transformateur. C'est quelque chose qui est important à retenir, c'est que l'inconscient apprend par l'expérience. Et c'est là que tout prend son sens. Votre inconscient n'apprend pas par la réflexion, il apprend par l'expérience. On ne change pas en pensant autrement, on change en vivant autrement, en ressentant autrement. Alors, osez faire les choses autrement, même un tout petit peu, parler différemment, choisir ce qui est bon pour vous, même si ça vous fait un peu peur, dire non là où vous disiez oui, explorer ce que vous n'avez jamais osé. Chaque fois que vous faites ça en conscience, vous reprogrammez quelque chose de profond en vous. Parce qu'apprendre, c'est aussi changer. N'oublions pas qu'un des leviers essentiels, qui est aussi un des rôles de notre inconscient, c'est l'apprentissage. Apprendre de nouvelles choses, découvrir un autre regard sur vous-même, comprendre un mécanisme psychologique ou une clé de fonctionnement, tout cela, ça ouvre de nouvelles portes à l'intérieur de vous et c'est ce que je souhaite en fait à travers tous ces épisodes de podcast. Et plus votre cerveau comprend comment il fonctionne, plus il devient acteur de son propre changement. Et c'est aussi ça, reprogrammer son inconscient. C'est élargir sa carte du monde, mettre de la lumière là où il y avait des automatismes avant. Alors, bien sûr, vous n'avez pas forcément à faire ça tout seul. Et en plus, aujourd'hui, il existe de nombreuses approches qui peuvent vous accompagner. Alors, comme par exemple l'hypnose, bien sûr, à laquelle on pense, ou l'auto-hypnose, qui permet d'entrer dans un état modifié de conscience pour dialoguer avec l'inconscient, libérer des schémas anciens ou semer des nouvelles suggestions positives. On a aussi l'EFT qui combine la parole avec la stimulation de points d'acupuncture pour venir aider à libérer des blocages émotionnels. On a l'EMDR qui utilise des mouvements oculaires pour retirer des souvenirs traumatiques qui sont souvent stockés dans l'inconscient, un petit peu comme des nœuds figés. On a les soins énergétiques finalement, dont je me rends compte que ça agit sur des plans plus subtils, mais qui peuvent toucher au final l'inconscient en profondeur à travers ses corps par des sensations différentes. Et d'ailleurs beaucoup de personnes pendant les soins ont cette sensation d'avoir eu des libérations en tout cas spontanées, et parfois des prises de conscience, mais en tout cas des libérations. Toutes les pratiques que je viens d'évoquer aussi, la visualisation, les affirmations, la méditation, les actes symboliques, qu'on peut pratiquer seul ou accompagné d'un thérapeute. En fait, tous ces outils ont un point commun, ils permettent d'accéder au langage profond du corps et de l'émotion, de contourner le mental et de favoriser une réorganisation intérieure. Mais quelle que soit l'approche que vous choisirez, le cœur du changement, ne l'oubliez jamais, c'est vous. Observez ce qui se passe en vous, accueillez-vous avec bienveillance. Soyez à l'écoute de vos émotions, de votre corps, de votre intuition, de tous ces messages que vous recevez. Et surtout, vivez autrement, ressentez autrement.
parce que c'est vous le terrain du changement et votre inconscient vous écoute, même quand vous ne lui parlez pas. Et petit à petit, il se met à jour. Il comprend qu'il n'a plus besoin de vous protéger avec ses vieux outils du passé et il commence à créer du nouveau. Voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage intérieur. Alors j'espère que cet épisode vous aura permis de poser un nouveau regard sur votre inconscient. Non pas comme un territoire figé, mais plutôt comme un espace vivant, sensible et malléable. En fait, un allié intérieur qui apprend, évolue, se transforme et qui ne demande qu'à être écouté, compris et guidé. Car oui, vous avez ce pouvoir, le pouvoir de semer du nouveau en vous, de créer des chemins différents, plus libres, plus alignés, pas à pas et en conscience. Alors maintenant que vous avez ces clés en main, quels automatismes aimeriez-vous transformer ? Quelles croyances pourriez-vous commencer à remettre en question ? Quelle petite action symbolique pourriez-vous poser pour dire à votre inconscient « je suis prêt à changer » ? Et si cette semaine vous faisiez juste un pas de côté pour explorer une autre façon de penser, de ressentir ou d'agir ? Rappelez-vous, à chaque pensée nourrie avec intention, chaque émotion ressentie pleinement, à chaque nouvelle expérience vécue en conscience, à chaque fois que vous agissez, que vous parlez autrement, vous contribuez à reprogrammer doucement mais durablement votre monde intérieur. Merci de m'avoir accompagné dans cet espace de réflexion et d'exploration, et j'espère vraiment que cet épisode vous aura inspiré ou simplement donné envie d'aller plus loin. Je vous souhaite vraiment d'aller à la rencontre de ces parts de vous qui vous parlent sans bruit, mais avec une incroyable justesse. Prenez bien soin de vous, écoutez-vous et surtout faites-vous confiance, car tout commence à l'intérieur. Merci de m'avoir écouté. J'espère que les réflexions partagées aujourd'hui vous ont inspiré et vous ont donné des clés pour vous reconnecter à votre vraie nature et à votre potentiel d'être multidimensionnel. N'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi, c'est un pas vers un épanouissement authentique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à me laisser un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, on peut apporter un peu plus de lumière dans la vie des autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et ce que je propose, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à visiter mon site internet www.antares-thérapie.fr. Rappelez-vous dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui de garder votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que je ne détiens aucune vérité. Je partage en toute simplicité mes connaissances, mon expérience et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.